On dit que pour négocier, il faut être deux. En revanche, pour faire capoter des négociations, il suffit d'une personne, d'un geste, d'une parole, d'une condition. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 15 avril 2022 en Turquie. Alors que la Russie et l'Ukraine étaient sur le point de parvenir à un accord de paix, Volodymyr Zelensky a claqué la porte. Pourquoi ? Eh bien ça, on ne l'apprend qu'aujourd'hui en 2024, en tout cas certaines conditions, que révèle le quotidien allemand Die Welt. En cours de négociation, la Russie a ajouté 3 conditions. Que voici. La première, faire du russe la deuxième langue officielle en Ukraine. Forcément, ça a du mal passer. Deuxièmement, annuler les sanctions mutuelles entre les deux pays. Et troisièmement, mettre fin aux poursuites devant les tribunaux internationaux. Est-ce que Zelensky, je pose quand même la question, a eu raison de claquer la porte avec ces conditions-là précisément ? Alors, c'est un peu plus compliqué ce qui s'est passé. Ce qu'il faut noter absolument dans cette histoire, c'est que ce fameux document ressort régulièrement, de façon très opportune, par la propagande russe et les protagonistes se sont expliqués, notamment en janvier, notamment en novembre, notamment en juin. Ce document a été déjà sorti par Vladimir Poutine quand il a reçu une délégation africaine à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc il était censé déjà être paraphé, mais en fait, il n'a pas été signé, ce document. En revanche, il y a eu, oui, parmi 200 tentatives de négociation, cycle de négociation avec la Russie, la dernière ayant eu lieu en effet de cette réunion le 29 mars, pour schématiser quand même tout ce qui s'est passé lors de ces il y en a eu plusieurs par ailleurs. Tout ce qui s'est passé, c'est Boutcha en fait qui a fait capoter entre guillemets ces tentatives de négociation. À ce moment précis de la situation, le 29 mars, je reprends les images, là, le lendemain, Boutcha est libéré. On découvre l'horreur. Donc, de toute façon, il était in fine exclu pour la population que d'engager une quelconque négociation avec Vladimir Poutine. Ça n'aurait pas marché. De surcroît, il y a beaucoup d'éléments qui sortent dans le papier du Vel qui ne tiennent pas la route, notamment sur la question de l'OTAN, sachant que de toute façon, il aurait fallu revoir la Constitution, aussi passer par un référendum. Bref, il y avait plein de paramètres qui font que ce n'est pas juste la question de la langue russe qui a fait capoter, comme dirait l'autre, ce magnifique plan de négociation qui est instrumentalisé, qui n'a jamais été signé et qui est instrumentalisé extrêmement régulièrement à des moments extrêmement précis d'un point de vue géopolitique pour faire soit porter le chapeau à l'Ukraine de la responsabilité des crimes qui auraient été commis, pour pouvoir planter une conférence de paix qui aurait lieu en Suisse au mois de juin, à plein de raisons de façon opportune, pour pouvoir bloquer aussi l'aide américaine. Voilà, ce document il ressort sur Telegram, dans diverses formules. Donc, attention à ce papier. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. J'invite, il y a un papier qui est extrêmement bien fait par le Times, qui date de janvier 2024 et qui donne la parole à tous les protagonistes. Et pour donner ce qui a manqué aussi aux Ukrainiens pour pouvoir envisager de conclure cet accord, c'est aussi la confiance, et notamment pour donner un indice du sérieux que mettaient les Russes dans ce simulacre de cadre de négociation. Le plus haut gradé, si je puis dire, de la délégation russe était un ancien ministre de la Culture connu en Russie pour promouvoir le narratif du Kremlin en matière d'histoire. C'était le plus haut gradé, il n'y avait pas plus. Donc il y avait quand même de grandes chances qu'il y ait un loup dans l'affaire et que le propos n'était pas là. Ce qu'ont tenté de faire les Ukrainiens à ce moment-là, c'est surtout d'obtenir des couloirs d'évacuation pour Mariupol, qui était sous un feu hallucinant. Et je rappelle que des gens sont morts de faim à ce moment-là. Donc il y avait plein de paramètres. Et voilà, attention à ce que fait la propagande de ce document. Mais Pierre Ménat, malgré tout, là, les fameuses nouvelles conditions qui ont été rajoutées, dont on a ici le descriptif, nous montrent aussi, encore une fois, qu'on avait quand même un plan qui était globalement très russe. C'est-à-dire que l'Ukraine, derrière, avait très peu son mot à dire. Vous savez, les négociations, souvent, dépendent de la situation sur le terrain. Donc, c'était les premières semaines de la guerre, où les Russes, même s'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, étaient dominants. Alors, je crois que Aline Kremer a raison sur la date. Parce que le 15 avril, c'est ça qui m'étonne dans l'information que vous avez donnée, parce que le 15 avril, il n'y avait plus de négociations. Non. En fait, la dernière séance, c'était le 29 mars. Je me rappelle. Alors, moi, je ne sais pas, personnellement, je découvre les conditions supplémentaires, mais en revanche, il y avait un certain nombre de choses qui étaient sur la table de cet accord. Il y avait, premièrement, l'engagement de l'Ukraine à ne pas entrer dans l'OTAN, donc qui posait des problèmes, mais enfin, qui était dans l'accord. Il y avait aucune alliance militaire d'ailleurs. Par contre, ni l'OTAN, ni aucune alliance militaire. En revanche, l'accord de la Russie pour que d'une part elle entre dans l'Union européenne et d'autre part qu'il y ait un certain nombre de garanties de pays occidentaux. Et en revanche, il y avait ce qui bloquait, à ma connaissance, il y a peut-être d'autres choses qui bloquaient,
c'était les aspects territoriaux. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine avait fait une proposition. Non, mais l'Ukraine fait une proposition. On va mettre de côté la question de la Crimée et du Donbass. On va en parler pendant 15 ans. Sachant que dans le Donbass, on ne savait pas où ça s'arrêtait exactement. Probablement, ça aurait été le gel des positions. Et les Russes ont exigé, en revanche, que l'Ukraine reconnaisse officiellement et définitivement l'annexion de la Crimée. Donc, c'est une clause qui a fait capoter. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après ? Mais de toute façon, comme ça a été dit, 2 jours après, il y a eu la découverte des massacres de Boutcha. Et alors, il y a une clause dont vous avez parlé, qui était la renonciation à des poursuites internationales. Et là, à ma connaissance, je peux me tromper, je crois que le 29 mars, en tout cas contre Poutine, il n'y avait pas de poursuites internationales. Elles sont intervenues par la suite. Et au moment où on a découvert les crimes de Boutcha, là, on était à l'évidence dans le registre, à tout le moins, du crime de guerre, voire plus, effectivement. Et donc, ça devenait difficile à la fois d'accepter cette clause de renonciation à des actions devant les tribunaux internationaux pénaux, et deuxièmement, même pour l'Ukraine, de signer un accord au moment où de telles découvertes macabres venaient d'être rendues publiques. Claude Blanche-Maison, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce genre de négociation ne pourrait plus se tenir. C'est-à-dire qu'en fait, les choses se sont trop envenimées et qu'aujourd'hui, les chances de revoir ces 2 hommes face à face pour négocier, déjà en plus, il l'a dit, Volodymyr Zelensky, tant que Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie, impossible de négocier avec lui. Donc ça veut dire que là, on est mécaniquement bloqué, il n'y aura pas de solution diplomatique. Enfin, c'est sûr que cet accord, s'il a existé, n'existe plus et on ne peut plus y penser aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Aline. On le voit ressortir, cet accord, très régulièrement, y compris dans les dîners parisiens, par des milieux qui sont des milieux pro-russes. Absolument. C'est tout à fait évident. Par ailleurs, les commentateurs de l'époque ont dit que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avait eu peut-être un rôle aussi à la fin pour donner les stocks à l'accord, pour dire à Zelensky que franchement, c'était un mauvais accord et qu'il ne devait pas aller dans ce sens. Comme ça a été dit aussi tout à l'heure par Pierre, le sort de la Crimée et le sort du Donbass restait incertain, puisqu'on envoyait à une quinzaine d'années des référendums, mais pendant ces 15 ans, ça restait sous contrôle russe. Ça restait sous contrôle russe. Certains avaient voulu introduire un contrôle international, l'ONU, surtout pas. Les Russes n'en voulaient à aucun prix. Et d'ailleurs, je crois bien que leurs opposants n'en voulaient pas non plus. Quant à l'OSCE, évidemment, les Russes en faisant partie, c'était exclu. Donc sans contrôle international, ce schéma n'avait aucune chance de flotter, de vivre en quelque sorte. Alors aujourd'hui, en effet, moi je persiste à penser que les conditions de la négociation ne sont pas réunies, elles n'existent pas, puisque M. Poutine répète que son objectif de guerre, il peut accepter en effet un cessez-le-feu demain matin, mais en gardant les territoires qu'il occupe actuellement et en imposant une neutralité totale à l'Ukraine. Et ça va plus loin que la dernière fois, parce que ça veut dire pas d'OTAN, pas d'Union européenne et uniquement une force de police, c'est-à-dire plus d'armée. Alors que là, apparemment, on avait accepté dans ces conversations, initiées d'ailleurs par M. Abramovitch, grand oligarque russe, qu'il y ait une armée d'à peu près 80 000 hommes. Bon. Donc tout ça, effectivement, n'existe plus. Et je crois que dans les conditions actuelles, Poutine veut l'effacement de l'identité ukrainienne. Il voudrait que l'Ukraine devienne quelque chose qui ressemblerait assez à la Biélorussie. Et évidemment, c'est acceptable par personne. C'est acceptable par personne. Et nous sommes tous engagés à ne rien faire sans l'accord de l'Ukraine. Par conséquent, ça ne sert à rien de parler de fumée qui annoncerait de possibles négociations. Mais justement, typiquement, Aurélien Duchesne, le simple fait que l'Ukraine... en tout cas est prévu dans cet accord de ne s'impliquer dans aucune alliance militaire que ce soit, y compris l'OTAN. Aujourd'hui, encore une fois, là aussi, ça s'est radicalisé des deux côtés, c'est-à-dire qu'il n'est plus question pour l'Ukraine de renoncer à cela. Bien sûr, parce que dans les causes souvent attribuées à l'invasion de l'Ukraine, on a souvent dit c'est l'extension de l'OTAN vers l'Est. On parle beaucoup d'une soi-disant promesse qui aurait été faite notamment par le secrétaire d'État américain James Baker de ne jamais étendre l'OTAN à l'Est.
Gorbatchev, le leader soviétique lui-même de l'époque, avait dit il n'y a jamais eu une telle promesse. Oui, donc déjà, c'est juste pour rappeler ce fait quand on parle de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ensuite, dans le discours qui est celui des Ukrainiens, encore avant l'invasion de l'Ukraine, certains disaient oui, effectivement, ça peut passer pour une provocation vis-à-vis de la Russie, qu'on aille vers l'OTAN. Si on fait preuve de bonne volonté en calmant le jeu avec les Russes, ce sera audible pour eux. Bon, maintenant, ils ont la preuve que tous les pays européens à qui on a barré l'entrée dans l'OTAN, Géorgie, Ukraine, se sont fait attaquer tous, y compris la Moldavie dès 1992. Si on en revient aussi au contexte de ces discussions, y compris sur l'OTAN, il faut rappeler aussi une chose, c'est qu'à la même période, par exemple, de ces discussions en Turquie, vous avez par exemple un texte sorti par l'agence de presse russe RIA Novosti et qui a été soutenu par des ministres, un texte de Timofey Serleitsev qui s'appelle « Ce que la Russie devrait faire en Ukraine ». Il dit 3 choses. Éradication de l'identité de l'Ukraine, démantèlement de l'État ukrainien. Medvedev était pour, et Medvedev, l'ancien président, avait dit quelques mois après, qui peut dire que dans 2 ans, l'Ukraine existera encore en tant que pays. Donc c'est à ce moment-là, les Ukrainiens gardent en tête que ce n'est pas des psychopathes à la télévision russe qui parlent d'éradiquer l'Ukraine, mais des dirigeants de la Russie. Et c'est ça qui a totalement fait changer les Ukrainiens de bord avec les massacres génocidaires à Boutcha ou Irpin. On nous a dit aussi dans certaines presses, Aline Lebecq-Reimer, que justement cet accord de 2022, donc qui n'est pas passé, comprenait aussi absolument aucune notion territoriale, pour la simple et bonne raison que Poutine et Zelensky devaient en parler en privé lors d'autres rendez-vous. Ah oui, et c'est ça dans la propagande qui est assez mal faite par ailleurs. Donc ça aussi, ça vient du côté russe. Mais oui, parce qu'en fait, ils nous disent que le document aurait été signé alors que les présidents, les seuls capables de pouvoir signer un tel accord, certainement pas un ancien ministre de la Culture et une délégation aussi qualitative soit-elle côté ukrainien, qui aurait pu signer un accord de cette importance. Donc, premier élément, donc, pour vous dire à quel point cette histoire est complètement décousue et instrumentalisée. Et sur la question des territoires, de toute façon pour les Ukrainiens, Zelensky a qualifié, il en a reparlé de ces pourparlers assez récemment auprès d'étudiants. Il disait que de toute façon, c'était pas des pourparlers, c'était un ultimatum. Et donc, ce n'était pas possible. Et de rappeler quand même que pour les Ukrainiens, au cœur de cet accord, il y avait le retrait des troupes russes. Comme après, on pouvait effectivement, il y a des choses qui ont été discutées, mais ça passait comme depuis longtemps, par le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, avec peut-être un petit bémol sur la Crimée. Oui. Après, il faudrait vraiment voir le document authentique pour statuer de ce qui a été vraiment dit, parce que les protagonistes, en tout cas ukrainiens, qui s'en sont expliqués, ne racontent pas exactement la même histoire. Donc David Arakamia, qui sert de caution à la propagande, parce qu'il aurait dit dans une interview que tout était de la faute de Boris Johnson, en gros. Sachant que la propagande russe adore remettre en général la faute sur les Britanniques, et c'est une passion. On l'a revu d'ailleurs à propos de l'attentat de Moscou. Donc en fait, in fine, ce qu'il faut comprendre de cette histoire, c'est que la propagande russe s'en sert aussi pour expliquer à quel point l'Ukraine n'existe pas. Elle est forcément manipulée, elle est incapable de décider quoi que ce soit. Ça sera forcément Boris Johnson ou je ne sais qui. Voilà. Et donc, et quelque part, là, c'est une marque d'impérialisme colonial absolu, en fait. Parce que finalement, tout ce beau petit monde plongé dans la guerre avec des citoyens des villes entières qui sont assiégées, finalement, n'aurait qu'un souci, c'est d'écouter les conseils de Boris Johnson. En fait, ça ne tient pas, et c'est mal connaître au passage cette équipe-là, et notamment Volodymyr Zelensky. Il n'y avait aucune chance que sur un conseil de Boris Johnson, unique, ils se disent « Ah bah tiens, on va négocier la Crimée pendant 10 ans ». Non, ça ne tient pas. Pierre Ménard, dans les autres conditions qu'on connaît, on voit notamment que Moscou voulait limiter les forces armées ukrainiennes à 85 000 personnes. Kiev a insisté sur 250 000, oui. C'est pas pareil. Pareil pour les chars, 242 disait Moscou, là où Kiev en voulait encore 800. Artillerie, 519 contre 1900 voulus par l'Ukraine, et pour les chasseurs, 102 et 160 pour l'Ukraine. En fait, ce qu'essayait de faire la Russie, c'était d'affaiblir un maximum militairement l'Ukraine pour y retourner à un moment ou à un autre. Bien sûr, bien sûr. Et n'oublions pas la première condition qui était posée par les Russes au moment de l'invasion, c'est la capitulation. Donc en fait, c'était l'abandon de toute souveraineté et le fait de remettre son sort à la Russie. Et là, ces clauses-là étaient déjà d'un point de vue russe, mais là on voit bien que c'est le point de vue russe qui est là,
d'un point de vue russe, c'était des clauses, on va quand même vous laisser un petit peu. Mais cela dit, ne nous méprenons pas. Autant les questions territoriales, elles ont évolué depuis. Donc on ne sait pas si un jour il y a des négociations, quel sera le sort des questions territoriales. On sait que l'Ukraine sera effectivement très ferme. Mais sur ce genre de clause, la Russie va revenir à la charge. Si un jour il y a des négociations, la Russie va revenir à la charge. Et là, si vous voulez, moi je crois, comme d'autres intervenants, je pense que le moment n'est pas du tout venu pour ces négociations. Mais après l'élection américaine, il y aura un moment où la question se posera. Mais il y a quand même de rappeler quand même sur les histoires de négociations. Il faut bien distinguer négociations possibles et concessions territoriales. Concessions territoriales côté ukrainien, à ce stade de l'histoire, c'est niette. Oui. Côté négociation, en fait, et notamment à propos, j'en parle parce qu'à propos de cet accord, il en était question. C'était aussi il y avait quand même des gens qui avaient déjà disparu, des détenus, notamment sur la Crimée. Oui. Si la Crimée a été abordée sur la question, au passage, notamment de Tatars, en fait, qui sont. Il y a quand même tout un pan de la société en premier qui est en prison. Et voilà, donc il y a aussi tout cela, et y compris dans les canaux qu'on invoque en général pour expliquer à l'Ukraine qu'elle devrait laisser le Donbass ou la Crimée, c'est faire une confusion entre certains canaux de négociation qui sont actifs en effet sur la libération de prisonniers et sur la question de gens qui sont détenus dans les territoires occupés, dans des camps de filtration, dans des centres de détention dans des conditions innommables. Donc voilà, c'est ça aussi dont on parle quand on parle de négociation. Il ne s'agit pas de parler de concessions territoriales. Claude Blanche-Maison, quand même, dans cet accord qui ne verra pas le jour, la Russie avait également convenu que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis et la France, fourniraient à l'Ukraine des garanties de sécurité à condition qu'elles ne soient pas appliquées à la Crimée. Qu'est-ce qu'on entend par conditions de sécurité d'un point de vue russe? Parce que certainement que les conditions de sécurité voulues par la Russie ne sont pas exactement les mêmes que celles voulues par l'Ukraine. Le problème, c'est qu'effectivement, si un jour il y a des négociations, il faudra prévoir des garanties de sécurité, bien entendu. Et la Russie a toujours dit qu'elle voulait aussi un système global de sécurité européenne. Donc, pour le moment, effectivement, personne n'est prêt à discuter de cela. Mais qu'est-ce qu'on entend par là, pardonnez-moi, parce qu'on entend toujours ce terme de conditions de sécurité. Ça passe par quoi? Est-ce que c'est militaire? Est-ce que c'est purement diplomatique? D'abord, le postulat de base de ce genre de négociation, c'est que l'Ukraine fera l'objet d'une partition et qu'une partie deviendra russe. À l'époque, au mois de mars, peut-être temporairement, mais encore une fois, je n'y crois pas. Mais cette partition fait que l'Ukraine résiduelle devra évidemment bénéficier de sécurité. Et ce qui était imaginé par les négociateurs de l'époque, c'était une sécurité par les membres permanents du Conseil de sécurité, y compris la Russie d'ailleurs. Mais la garantie donnée par la Russie, elle existait déjà pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie ne l'a pas respectée. Pourquoi la respecterait-elle dans une autre situation? Et d'ailleurs, la Russie n'a jamais tenu. Il en va un peu de même pour les autres membres permanents du Conseil de sécurité, puisque nous avions tous reconnu les frontières de l'Ukraine telles qu'elles avaient été déclarées au moment de l'indépendance de l'Ukraine, et ça découlait en plus des conséquences de leur adhésion à l'ONU, de leur adhésion à l'OSCE, etc., etc., plus le protocole de Budapest, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, et puis rien, c'est pareil. Et effectivement, je suis très étonné que ceci ait pu être accepté par des représentants, quels qu'ils soient. Alors effectivement, il n'y a pas eu de signature il n'y a pas eu de signature de ce document, mais il y a eu un paraphe. Oui, alors, dans la technique diplomatique, le paraphe, ça veut dire que les gens qui ont été autour de la table reconnaissent que le texte qui est devant eux correspond au résultat de leur discussion. C'est un bon pour discussion. Mais ça ne veut pas dire que c'est approuvé. Personne n'a vu au passage. Mais ça ne veut pas dire que c'est approuvé. Ça veut dire qu'on fait rapport pour demander si c'est approuvé ou pas. OK pour discuter. Mais effectivement, et vous aviez raison tout à l'heure de souligner que le plénipotentiaire russe était un idéologue qui a réécrit les livres d'histoire de la Russie, façon Poutine, M. Medinsky, qui était ministre de la Culture, et ministre de la Culture, évidemment, dans la Russie de Poutine, c'est le ministre de l'idéologie. C'est vrai quand même, Aurélien Duchesne, comment imaginer que même si accord il y avait, il sera respecté, puisque la Russie, de fait, a quand même globalement enfreint certaines règles et n'a respecté à peu près rien de ce qu'elle avait dit ces dernières années. Donc mécaniquement, l'accord serait juste là pour, rassurer la communauté internationale?
Oui, d'ailleurs, je me suis amusé à regarder la totalité des accords signés par l'URSS depuis les années 60. Et on a vraiment respecté deux. Celui sur la non-arsenalisation de l'espace, donc de ne pas mettre de bombes nucléaires dans l'espace ou d'armes. Et encore, ça commence à bouger. Et l'autre qu'elle avait signé, c'était l'accord, j'entre pas dans le détail, mais qui était signé après la réunification allemande. Les dizaines d'autres traités qu'elle a signés, non, aucun n'a été respecté, a fortiori c'est sur l'Ukraine. Ensuite, quand on regarde aussi l'évolution de la posture russe, de toute façon, eux, ils ont une manière de négocier qu'on pourrait qualifier de pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que dans les dernières semaines avant l'invasion de l'Ukraine, à chaque fois que le côté ukrainien, par exemple, il montre qu'ils sont potentiellement enclins, par exemple, à renégocier sur le Donbass, sur le statut des russophones, etc., les Russes en remettent une couche parce qu'ils ne veulent pas, de ce que l'on voit, ils ne veulent pas qu'on arrive vraiment à des accords. C'est-à-dire que dès qu'il y a un terrain d'entente, ils en remettent une couche pour être sûrs que ça va rester au stade de la confrontation.